Hop, Ah ouais, t'as vu? la Chouette, vache. hein? Ah, Ça sent Moi, je te j'ai les l'envoie rien. tournages, tout de suite Ah, ça sent pour les que tu tournages vois. sauvages, ça. ah ouais. C'est Attention, enregistré. ça enregistre, hein, je signale. Ah, c'est parti, là? Ouais, Ouais, ça y est. il dit que la vérité, hein. Oups. Bon, ça va que Mathieu est très open, mais bon. Margot Poujade, ça me dit quelque chose, ça, Margot Poujade. Salut Margot. Salut Anthony. Nous, on fait des petits points météo aussi au démarrage. En même temps, il est même pas 7 heures encore, hein. Ouais, ouais. Ouais, Il y aura une coupure pub pour aller aux toilettes ou... oui. Oui. Ouais, tout à fait. Non, c'est comme les cyclistes du Tour de France, faut se débrouiller Ouais, tout seul. faut se débrouiller Bah, tout en seul. fait, tu peux aller faire pipi. Ah, t'es figé, Caro. Et puis les deux carreaux, elles parlent tellement, tu peux y aller, hein, t'as le temps, hein. Mathieu Tu nous fais un Lanimard, signe. Tu nous il fais a- un Tu nous signe. laisses et puis tranquille, tu t'en vas, on verra même pas que t'es pas là, tu vois. Ah, ça y est, oula. On a rattrapé le retard, Caro, t'étais figé. C'est vrai? Non, bah, Ouais. écoute. Marie-Diane, bonsoir. Marie-Diane. Ah, cool! Marie-Diane, on ne te voit pas. Vous ne voulez pas mettre vos têtes? Qu'on vous fasse des petits coucous en direct? Bonsoir, il semblerait que j'ai un petit souci de micro. Eh oui, mais il est éteint, son micro. Salut Anthony. Ben, il est coupé le micro. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Hello. Margot, tu l'as coupé, ton micro? Ah, il y a ma maman. Coucou maman. Ah bah quand même. Ma maman qui s'est connectée hier soir, qui était très impatiente. Mais c'était hier, on refait pour vous, hein, madame. Qu'est-ce qu'on est sympa. C'est vrai. C'était Bon, ça bien devrait sympa chauffer hier les soir, blagues, alors. Bon, est-ce qu'il fait meilleur chez toi, Jérôme, que ce matin? Bof, pas terrible. Pas terrible. vrai On va vraiment parler météo, alors. C'était Ouais. vrai. Ouais, ah, d'accord. Bah, jusqu'à 19h15, c'est météo. Bah écoute, non. 19h15 à 19h30, c'est les sorties ciné. Ouais. Et le point sur la situation Covid. Et routière pour finir, en fait. Voilà, c'est le programme. Je suis en live. Non. Dans juste un quart d'heure. Un peu plus. C'est bon, ça arrive petit à petit. Un peu plus? Un peu plus alors. Oui, ça Bon, dure Margot. 2h15. Margot, apparemment, n'a pas réussi à trouver le micro. Ça va venir peut-être, non? Je ne sais pas. Généralement, on fait un point sur nos lectures en cours. Alors, qu'est-ce Ah. que tu lis en ce moment, Jérôme? Bah, je viens juste de terminer hier soir. Ah ah. Et alors? Alors? Bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je dis pas Oui, ça. Pauline? Salut. C'est chez Kalman, mais j'ai beaucoup aimé. Il aurait pu être un petit peu plus court. Ouais, allez, 50 pages, mais sinon, il est complètement pareil, le vers mec. la fin. Mais sinon, chapeau, quoi. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai bien aimé l'atmosphère, l'ambiance qu'il met. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé, ouais. Mais il est cinglé. On est d'accord, il est cinglé. Ben... ouais, enfin, il est sur la bonne voie pour l'Asie, hein, c'est sûr. Mais non, mais c'est dense, c'est... Salut Ingrid? Non, il s'est amusé, le gars, c'est sûr. Hein, il s'est amusé, là. Il s'est fait plaisir. Hein. Est-ce que Et c'est toi, une Yvan, tu lis lecture... quoi? Pardon, attends juste, est-ce que c'est une lecture détente ou inspirationnelle? Non, c'est détente, là, c'est détente. Ok. Yvan, Bonsoir tout le monde. Oui, tu lis quoi, toi? moi, je lis une histoire de chat. Ah, tu lis Berbère? Ouais. D'accord. Et alors, ça te plaît? Ah bah, c'est la suite du reste. Pour moi, c'est vraiment là totalement détente. Hein. Ah, D'accord. c'est Berbère. Voilà, c'est la détente totale. Et moi, j'ai fini le Nicolas Beuglé tout à l'heure. On a vu, Ouais. mais tu diras rien. Non, je ferai mon retour vers 2-3 heures du matin. Il faut que j'ai Nico au téléphone d'abord parce qu'il Parce que t'as rien compris. doit me payer pour que je fasse un retour béton. Donc, je veux voir combien il met, en fait. Ouais, on est tous à la Quand même est-ce qu'il enseigne. sort? Quand est-ce qu'il Bah sort, oui. le Nicolas Beuglé? Pardon? Il Quand sort est-ce qu'il la semaine prochaine. Il sort. Il y a quelqu'un qui a un bruit de fond dans son micro. Oui, une machine à laver, non ou un lave-vaisselle. Salut c'est Pauline, je t'avais pas vu arriver. En plus, t'as ton vrai nom ce soir. C'est pas beau ça? C'est vrai.
Elle n'est pas sous pseudo. Alors, il est quelle heure? 19h01. On attend Bah, un petit on peu. est super à l'heure ce soir. Ouais. Alors, Qui j'ai a, toujours lu, pas qui compris. a lu le dernier livre de Jérôme dans les participants? Qui l'a pas encore lu? Qui l'a... Pas Jérôme, encore. tu l'as lu? Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu encore. D'accord. Moi, je Moi l'ai non lu. plus. Pour savoir si on peut spoiler la fin ou pas. Non, je rigole. Ouais, bah vas-y. Pas vas-y. eu non plus. Le truc horrible. C'est pas un truc qui nous ressemble quand même. Non. Ça m'est arrivé une fois, en fait, je discutais avec un collègue d'un bouquin de Patricia Cornwell et on ne parlait pas du même bouquin, en fait, je n'avais pas compris. Et donc, je lui dis, puis la fin, c'est fou quand tu découvres qu'en fait, c'est ce mec-là et tout. Puis il me dit, ah, mais non, mais en fait, je l'en fais tout début de celui-là. Enfin, donc, du coup, il m'a dit, bah, je ne vais pas le finir, merci. La bonne gaffe. Ouais. Et du T'avais coup, je me t'avais suis dit, fait exprès en fait, c'était quelqu'un que t'aimais pas. mais non, même pas, mais j'étais hyper gênée parce que je n'avais vraiment pas compris qu'on ne parlait pas du même. Donc, du coup, ça m'est arrivé une fois, mais pas deux, parce que j'ai trouvé ça trop triste. Alors Jérôme, pour une question d'organisation, je sais pas si tu vois, mais il y a un chat qui apparaît sur le côté de l'écran. Ouais. Voilà, tu peux jeter un œil ou sinon avec Caro, en fait, on suit les conversations et quand il y a des questions qui sont posées, on D'accord. les relaie. Ok. Voilà, sauf si vous voulez prendre la parole, vous faites un petit coucou dans le chat et vous pouvez ouvrir le micro et prendre la parole comme vous voulez. Oui, parce qu'en fait, Caro et moi, on va te poser des questions, mais n'importe qui peut participer. D'accord. Donc, tiens, il y a David qui arrive. Oh, David. Hello, hello. Salut David. Bonjour à tous. Salut, David. Il est encore On caché, lui. n'a pas ta tête, David. Mais oui, mais je sais Ah. pas comment faire parce que là, il y a plus d'une page de personnes et j'arrive pas à passer à la deuxième page. Tu y arrives, toi, Caro? Et là, Ah. t'as ma tête. Coucou. Hello. Hello. Salut Jérôme. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Ah, ça y est, t'es là, je t'ai vu aussi. Ok, super, excellent. Jenny. Bon, Et ben, on va bientôt pouvoir démarrer. ouais. Très bien. C'est parti? Ah ben, c'est vous les responsables, les chefs là. Hein, je vous ai- Alors, coucou Jérôme Loubry. Ah, ça commence bien déjà. Bienvenue à l'apéro des carreaux pour la rentrée 2020. Merci. Tes deux bouquins sont sortis la semaine dernière, mercredi dernier, donc De soleil et de sang chez Kallmann et Le poche des refuges chez Livre de Poche. Voilà, donc tous ces bons objets depuis mercredi dernier. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? C'est tout. Es-tu célibataire pour intéresser beaucoup de jeunes femmes? Voilà. Bon, donc, comme tu l'as dit, Jérôme Loubry. Moi, je suis écrivain depuis 2017 maintenant. C'est-à-dire que j'ai écrit 4 livres jusqu'à présent. Le dernier étant sorti mercredi la semaine dernière. J'habite dans le sud de la France, où il fait normalement toujours beau, sauf aujourd'hui. Et voilà, alors, j'ai juste montré les bouquins. Donc, ça, c'était le premier. Les chiens de Détroit. C'est peut-être à l'envers, c'est dans le... Non, Non, c'est bon. bien. non, c'est Ouais. bon. Le deuxième, donc, en 2018. Le 12e chapitre. L'année dernière est sorti celui-ci, Les refuges. Et le petit dernier, donc le voici, tu l'as présenté, De soleil et de sang. Voilà, donc thriller, polar, ça dépend des livres. Voilà, je pense que la présentation est faite. Tu écris depuis combien de temps? Alors de manière, je ne vais pas dire professionnelle, mais de manière, depuis 2017, sinon j'écrivais bien sûr avant, depuis que je suis plus jeune, depuis l'âge de 18 ans en fait. C'était des nouvelles, principalement des nouvelles, des poèmes également, et puis quelques romans, polars ou non, mais qui sont restés dans des tiroirs, parce que bon, c'était vraiment les premiers jets, et puis c'était un peu fait en dilettante, c'était pas tous les jours dessus, ou c'était pas un projet. Donc c'était plus une envie, une nécessité d'écrire des histoires que j'avais dans la tête, donc on n'était pas dans le circuit où là je suis là pour écrire une histoire. C'est vraiment du loisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 pour que Les Chiens de Détroit soient publiés? Est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, tu te dis, j'ai le
J'ai le bon manuscrit, je peux le présenter, j'y vais. Non, alors c'était spécial, on va dire. C'est-à-dire que donc c'était 2017. En 2015, j'avais déjà écrit un texte, un roman que j'avais envoyé aux éditions de l'Épée. C'est une maison d'édition qui fait uniquement du numérique. Et j'avais envoyé là-bas parce que je connaissais pas du tout. Hein. C'était au hasard, c'était un genre, je prends le premier nom qu'il y a dans la liste. Et j'ai envoyé parce qu'on pouvait envoyer par mail, hein, pas besoin d'aller imprimer et d'envoyer à la poste tous les 400 pages. Et j'avais eu un refus poli. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, bon, c'est pas encore assez travaillé, on m'avait expliqué pourquoi, etc. Et j'avais trouvé ça super sympa de la part donc de Caroline Lépée, qui détient ces éditions-là. J'avais trouvé ça tellement sympa que je me suis dit, le prochain texte qui sera suffisamment travaillé, que je serai prêt à envoyer, j'enverrai à cette même personne parce que j'ai trouvé ça vraiment honnête et respectueux. Donc, un an plus tard, je fais une petite crise de la quarantaine, c'est-à-dire que j'ai plaqué mon travail, mon boulot. J'étais responsable de restaurant. Et je me suis dit, voilà, maintenant tu as 6 mois pour écrire un bouquin. Donc, c'est devenu Les Chiens de Détroit. Et comme je l'avais promis, j'ai envoyé à Caroline Lépée tout d'abord. C'est d'ailleurs le seul envoi que j'ai fait. Et puis, elle m'a rappelé une quinzaine de jours après pour me demander si le texte était toujours disponible. Donc, de fait, j'étais dans sa maison d'édition. Et elle, peu de temps après, peut-être un mois après, elle passait responsable fiction française chez Calman Levy. Et elle m'a dit, je t'emmène avec moi. Donc voilà, c'est l'histoire d'une rencontre, d'un refus en fait, d'un refus qui s'est transformé avec un peu plus de travail et avec le temps, qui est devenu donc un contrat chez Calman Levy et aux éditions de l'Épée. D'accord. Des fois, un simple refus peut devenir une proposition par la suite. Faut pas lâcher. Et c'est surtout parce que voilà, j'avais trouvé très poli et très respectueux la réponse négative de Caroline Lépée. Donc, une belle rencontre, hein, Oui, qui débouche aujourd'hui sur ton 4e roman, donc toujours chez Calman. C'est assez incroyable parce que moi, j'ai lu tes 4 bouquins et on a l'impression que les 4 livres sont écrits par 4 personnes différentes. Alors, je voulais savoir, vous êtes combien dans ta tête? je vais dire 4,5 parce que le 5e est en projet, donc 4,5 pour l'instant. Mais ouais, non, on est plusieurs, ça, bien sûr. Il y a tous les personnages qui m'accompagnent. Mais moi, je suis surpris que ça surprenne, en fait. Ton changement de style, ton changement… de faire des livres différents, mais il y a quand même le style et puis il y a le fond. Est-ce que tu t'es relu, toi, Jérôme, depuis qu'ils sont sortis? Non. Tu as pas la même impression que nous aussi. Ouais, peut-être. Enfin non, parce que de toute façon, c'est toujours le même problème. Quand on se relit, on va voir le côté négatif. Oui. On va pas dire elle est tu belle. vas avoir envie de réécrire le livre. Voilà. Donc ce qui est fait est fait. Moi, je retourne pas en arrière. Donc non, mais ça me surprend que ça surprenne les personnes, enfin les lectrices, les lecteurs, que c'est agréable. Hein. Moi, j'adore quand on me dit ça parce que c'est que ça marche. C'est que ce que je veux faire. Donc, le lave-vaisselle s'est transformé en tondeuse à gazon. Donc voilà. Oui, tu as l'impression, mais tant mieux. C'est pas souhaité. Mais en même temps, moi, ce que je veux faire, c'est déjà me mettre en danger en tant qu'écrivain, c'est-à-dire visiter diverses ambiances, divers lieux pour voir si je suis capable de les décrire. Et c'est aussi placer le lecteur dans une position pas inconfortable, mais qui soit pas coucouné dans le même inspecteur, la même ville. Moi, en tant que lecteur, c'est pas le truc qui m'attire. Moi, j'aime bien être un peu bousculé. Et voilà, c'est pour ça. Après, je le fais naturellement. C'est pas une recherche non plus à tout prix changer d'atmosphère, mais je sais pas. Moi, c'est les histoires qui me viennent en tête et c'est elles qui décident avec les personnages. C'est vrai que dans le… Ouais, pardon. Vas-y, Caro. Non, je disais, dans le polar, c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui peuvent avoir un personnage récurrent, un inspecteur de police, et vous êtes assez peu nombreux finalement à faire des one-shots à chaque fois. Je pense à Ellory, qui
qui arrive également à Roger Ellery à chacun de ses livres, à changer de période, d'État dans les États-Unis. Et c'est vrai que voilà, dans les auteurs français, vous n'êtes pas nombreux à prendre des risques à chaque fois. Tu sors de ta zone de confort à chaque fois et pour notre plus grand plaisir. Donc bravo, merci. Ouais, mais, merci, mais voilà, je sais pas. Moi, c'est ce qui me plaît en tant que lecteur. Moi, comme j'ai dit, je peux lire un jour, je peux lire la Bible, le lendemain Bukowski, je peux lire des poèmes, des biopics, des biographies plutôt, du polar, j'en lis pas énormément. Mais voilà, moi je peux lire de tout et je pense que c'est peut-être aussi ça depuis tout début, hein, depuis que je suis jeune lecteur, j'ai toujours varié les thèmes, les auteurs et puis les genres de littérature. Donc peut-être ça a influé sur ce fait-là, hein, certainement, hein, certainement. Et tout à l'heure, tu disais que tu variais les endroits. Comment est-ce que tu choisis les lieux de ton intrigue? C'est un peu au coup de foudre, hein, pour les chiens de Détroit, par exemple, moi j'adore ces atmosphères de maisons abandonnées, de villes en désuétude et tout ça. Et voilà, ça m'a attiré. Et je voulais vraiment plonger mes personnages dedans pour voir ce que j'allais en faire, ce que je pouvais en faire. Après, pour le 12e chapitre, c'était la Vendée. Là, comme c'est un livre un peu plus personnel, j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfance, c'est où je passais mes vacances. Les refuges, mais là, c'est un peu spécial, donc il me fallait une île grise, donc je me suis dirigé vers le nord de la France plutôt que vers le Oh, sud. c'est pas sympa pour la Normandie. Ouais, mais elle est très belle, l'île, hein, mais elle est grise. Et puis pour De Soleil et de Sang, il fallait un lieu qui réunisse orphelinat et vaudou. C'était les deux briques sur lesquelles j'allais construire la maison. Et donc voilà, c'était soit la Nouvelle-Orléans ou la Louisiane, soit Haïti. Et Haïti s'est révélé être un sujet beaucoup plus dense et beaucoup plus tragique et réel que voilà, il y a moins de fiction à Haïti que si je l'avais fait en Louisiane. Est-ce Donc que les tu veux deux, c'est un peu un coup de foot, c'est voilà, c'est selon l'ambiance que je mette à l'histoire aussi. Euh, voilà, moi j'aime bien varier. Est-ce que tu veux qu'on parle du coup de Soleil et de Sang tout de suite et tu nous racontes comment t'es venue l'idée de cette histoire? Oui. Hop. Voilà. Alors l'idée de départ, donc je voulais écrire sur le vaudou et sur un orphelinat. L'orphelinat dont je parle dans De Soleil et de Sang, qui est surnommé la tombe joyeuse. Cet orphelinat, je l'avais déjà en tête depuis plusieurs années. Et là, je voulais vraiment écrire sur le vaudou. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait les recherches, en fait, c'est là qu'on sent si on est au bon endroit ou pas. Quand on fait des recherches, parfois, on tombe sur des éléments auxquels on n'avait pas pensé et qui servent tout à fait l'histoire qu'on a en tête. Donc, c'est comme si on nous les servait sur un plateau, en fait. Et là, pour De Soleil et de Sang, quand j'ai commencé à faire les recherches sur les rapports de l'UNICEF ou d'autres ONG, voilà, je ne pouvais pas le faire ailleurs que dans De Soleil et de Sang. Tu veux que je fasse le pitch, du coup? Bah oui. Ouais. Caro, on commence par le. Ouais, très bien. Celui-là. Ok. Allez. Donc, de Soleil et de Sang. Alors, c'est un roman qui se déroule une partie à Paris et une partie en Haïti. On commence en Haïti, on a un inspecteur, Simon Belage, qui découvre des corps donc qui ont les membres tranchés, la langue, les poignets, le sexe. Et donc, il découvre une fois une scène de crime comme celle-ci et une seconde ensuite. Et tout pousse à croire donc, que ce sont des crimes rituels, des crimes vaudous. Et lui, l'inspecteur, il a un passé assez lourd avec le vaudou. Je ne vais pas révéler, mais lui, il est pourtant dans une île où le vaudou est partout et fait vraiment partie des croyances qui se transmettent de génération en génération. Lui peine à croire que c'est du vaudou. Et il va se battre sur cette idée reçue que forcément, qu'il y ait des yeux percés par des broches ou des sexes coupés, des mains tranchées,
Ça fait partie obligatoirement du vaudou. Lui, au contraire, il se doute que c'est du maquillage, tout ça. Parallèlement, à Paris, on a Méline et Vincent qui font connaissance, qui tombent amoureux. Et Méline, à un moment, va être amenée, à travers une ONG, pardon, à visiter Haïti pour aller vérifier les orphelinats haïtiens où il y a beaucoup de trafic d'enfants. Donc elle part pour Haïti. Et donc les deux histoires vont se croiser à un moment. Alors là, je ne peux pas trop en dire non plus pourquoi elles se croisent. Mais voilà, ces personnages, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a bien sûr les méchants, il y a une prêtresse, vaudou également. Tout ce petit monde vont se croiser un pour un autre pour essayer de comprendre pourquoi ces crimes rituels ou non dirigent tout le monde vers un ancien orphelinat qu'on appelle la Tombe Joyeuse. Alors, je vais vous lire un extrait. Parce que maintenant que le pitch est fait, on peut lire l'extrait qui correspond tout à fait à ce que tu viens de dire. Ouais. D'accord. Et d'habitude, c'est les auteurs qui lisent leurs extraits, mais Jérôme nous a dit qu'il n'était pas super à l'aise. Trop fort. Du coup... Non, alors oui, donc comme j'aime pas me relire, voilà. Et puis j'aime bien écouter, j'aime bien entendre, parce que c'est personnel la lecture aussi, l'intonation et tout ça que donne la personne qui lit. Donc je suis toute oreille grande ouverte. Bah, je te remercie pour la pression. À toi, Caroline. Alors, vous êtes prêts? Donc, Haïti, décembre 2009. Merde, souffla l'inspecteur en découvrant les deux cadavres assis sur le sol, adossés contre la structure en bois massif du lit. La moquette était imbibée de sang. Une flaque pourpre s'étendait jusqu'à la porte et auréolait l'ombre des victimes. La disposition des corps était scrupuleusement identique à celle de la semaine passée. L'homme à gauche, son pantalon de pyjama sur les chevilles, la femme à sa droite. La tête de la femme, tournée vers l'entrée, semblait les fixer en tendant les deux pics en acier vers eux, en une sorte de prolongement métallique de son regard. Malgré la climatisation et la relative fraîcheur des cadavres, une odeur nauséabonde imprégnait déjà l'endroit. Paul et Marie Devaucoux, 56 et 52 ans. Couple de Canadiens ayant fait fortune dans l'exportation de café et de bananes, récita Manus en lisant les notes sur son carnet. Pas d'enfant. Riche, blanc et mort, résuma Simon. Il s'accroupit face aux victimes en évitant soigneusement la frontière dessinée par l'étendue de sang. Les mains du mari, contenant l'une sa langue et l'autre son pénis, avaient été disposées à l'extrémité de ses moignons, ballant le long de ses cuisses telles les pièces inutiles d'un mannequin démembré. Du sang avait coulé des orbites de sa femme, signant sur ses joues telles des larmes de rimel pourpre. Ses mains gisaient entre ses jambes découvertes, doigts pointés vers l'orifice. Un parfait copier-coller, songea l'inspecteur en chef. Des mouches prises au piège dans le plasma refroidi luttaient pour s'en extraire. D'autres avaient abandonné depuis bien longtemps et gisaient, immobiles, recul de mort pour l'éternité. Tu as prévenu la scientifique, s'enquit Simon? Oui, je les ai appelés juste après vous. L'inspecteur regarda sa montre puis se redressa. Cela nous laisse un peu de temps, soupira-t-il en se déplaçant le long du mur de la chambre. Aide-moi. S'il s'agit du même meurtrier, il doit l'avoir laissé quelque part. Alors voilà, pour l'extrait. Ça met bien dans l'ambiance quand même, non? Ah oui, on est bien là. Ça allait, c'est bon? J'ai passé mon oral. Nickel. Bravo. Du coup, je voulais enchaîner sur cet extrait. Bah, effectivement, on peut parler du vaudou et de ces crimes qu'il va falloir résoudre. Oui. Mais j'espère que vous avez bien compris. À la fin de cet extrait, il y a un petit quelque chose qu'on n'attend pas. Et moi, je trouve que ça, c'est ta marque de fabrique, en fait, de finir des paragraphes ou des chapitres sur quelque chose qu'on n'attendait pas et qui donne envie, en fait, de continuer. Oui. Qui fait que c'est qu'un livre qu'on a du mal à lâcher. En fait, c'est pas une image, quoi. C'est vrai. On se dit, bon, allez, j'arrête là. Et en fait, non, je peux pas arrêter là parce que là, on se demande ce qu'il cherche. Et du coup, on poursuit. Mais oui. Comment tu fais ça? J'ai pas de recette, mais j'écris comme je lis. C'est-à-dire que j'écris chapitre par chapitre. D'accord? Dans une journée, je peux écrire un chapitre. Je vais m'arrêter, je vais réfléchir au chapitre que j'ai écrit. Et comme je ne fais pas de plan du livre au début, j'ai le début, j'ai la fin, j'ai les personnages, mais la fin peut changer pendant l'écriture. Donc, une fois que j'ai terminé d'écrire mon chapitre, là, je réfléchis à, tiens, qu'est-ce que moi, en tant que lecteur,
pourrait me pousser à tourner la page et me dire ah ouh là là, faut que je tourne la page, je lis encore un chapitre, etc. Donc je pense que le fait de il y a Barbara Abel qui écrit comme ça, on en avait discuté aussi, elle me dit moi aussi je fais chapitre par chapitre et après j'essaie de trouver je réfléchis à ce que moi j'aurais aimé lire, ce que j'aimerais lire et ce qui me pousserait à tourner la page. Donc, c'est peut-être comme ça. Après, il y en a qui font des plans bien calibrés, chapitre par chapitre, etc. Ça empêche tout détournement ou tout imprévu, quoi. Moi, c'est vraiment plutôt l'écriture chapitre par chapitre. Donc, je sais pas, je pense peut-être que c'est ça qui fait que à chaque fin de chapitre, on a une petite envie de lire la suite. Peut-être, parce que moi aussi, moi, il faut que je trouve quelque chose qui va me donner envie d'écrire la suite le lendemain. Donc, il faut qu'il y ait ce côté excitant du rendez-vous. Ah bah, à la lecture, ça fonctionne très bien. Je te le Ouais, confirme. merci. Donc moi, justement, je rebondis sur ta manière d'écrire. Est-ce que comment ça marche en fait? Tu fais ça à l'inspiration? C'est tous les jours, tu te poses à une heure précise, tu te donnes un nombre de mots à avoir trouvé dans la journée? Comment ça fonctionne? Parce qu'entre les auteurs, c'est vrai que vous avez mis. Ouais, ah, elle a été coupée au montage, Caro. Comme quoi, ça vaut le coup de faire sa maline avec sa belle image. Ouais, c'est ça. On n'a pas entendu la fin de ta phrase, Caro. Non, je disais que vous aviez, vous les auteurs, mille et une façons d'écrire. Et du coup, je voulais savoir, toi, comment tu t'y prenais, si tu avais déjà le début, la fin quand tu commences un livre, ou si tu te laisses porter par les personnages et tu peux changer justement des choses en cours d'écriture. Alors, on va dire que 50% du livre se fait sur mon canapé. C'est-à-dire que je rêvasse pendant des heures, je le visualise un peu comme un film, et au moment où je pense avoir suffisamment de matière, c'est-à-dire le gros de l'histoire, les personnages principaux, quelques twists, là je me dis, bon, c'est bon, je peux me mettre à écrire. Alors ça peut durer un mois, cette phase-là, allongée sur le canapé, à réfléchir, mais c'est vraiment ce qui me permet de tout mettre en place. Après, j'écris, mais ouais, je fais pas de plan. J'ai ce film dans la tête. Je sais où je veux aller. Les personnages sont importants parce qu'ils influent surtout sur l'ambiance et puis le sujet également. Donc, il n'y a pas de plan. J'écris pas les dates, etc. C'est vraiment, je fais ce que j'ai visualisé dans la tête. Donc, non, pas de plan, pas de routine d'écriture. Je peux être une semaine sans écrire parce que je sais que ce que je vais écrire, ça va pas être terrible, donc il faudra effacer, il faudra refaire. Et ça, moi, j'aime bien écrire d'un trait presque, sans être obligé de revenir, sauf pendant les phases de correction, bien sûr. Donc, voilà, je peux être une semaine sans écrire et puis une semaine tous les jours, dès que je ressens vraiment le besoin, dès que j'ai des choses à écrire, là, je vais me poser devant l'ordinateur et ça va défiler. Mais non, il n'y a pas d'horaire. Donc, au feeling. Hein? Au feeling. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas une écriture, comment dire, mise en place, planifiée, etc. C'est vraiment voilà, quand ça sort, on voit pas, mais ça sort du sternum, là, quand on le sent, une petite boule là qui commence à grossir, c'est qu'il faut y aller, et puis après ça coule facilement. Donc non, surtout pas de plan, surtout pas. Ne fais pas censurer non plus l'interview, s'il te plaît, Jérôme. Comment? Je dis, tu vas nous faire censurer l'interview avec tes choix de mots. C'est ça. Ah, je me demandais si tu allais réagir. C'est un peu plus long à c'est la connexion, non? Calme-toi. C'est en 3G, non? On n'a dit pas avant 7h30 que ça pouvait déraper. Un peu de sérieux. 13h25. Ok. Est-ce que du coup, on en parle le deuxième extrait, Caro? Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, les questions qu'on veut poser, c'est aussi en rapport avec le deuxième extrait. D'accord. Alors, j'y vais tout de suite, où on va parler vaudou. Allez. Tu nous expliqueras après comment tu as eu l'idée de traiter, enfin de choisir le thème des crimes vaudous. Oui. Puisque c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas. Alors, ici.
Donc, c'est Rachel et Simon Belage, qui est donc son papa. C'est juste pour resituer le Ouais. contexte. Et ils ont une Oui, Rachel, discussion c'est la parce qu'en fille de fait, l'inspecteur. Ouais. voilà. Et il échange avec sa fille sur l'enquête en cours. Et ils n'ont pas la même vision des choses. Non. Non, Rachel, il ne s'agit pas de magie noire. Oui, c'est ça. Ces crimes cachent autre chose. Tu n'es pas objectif, s'emporta la jeune femme. Tout ça à cause de ce qui est arrivé à grand-mère. Le vaudou fait partie de nous, il existe. Si tu n'es pas capable de mettre le passé de côté, tu ferais mieux de laisser tomber cette affaire. C'est dangereux, tu comprends? Du vaudou, du mauvais vaudou. Il vaut mieux l'accepter avant de continuer. Comment veux-tu combattre un ennemi si tu refuses son existence? Simon soupira lourdement. Sa fille avait peut-être raison quant à son rejet de la religion haïtienne, mais elle se bornait à se fier aux apparences. Il restait persuadé qu'il s'agissait d'autre chose et que toutes ces mises en scène et artefacts religieux n'avaient pour but que de le diriger vers une mauvaise piste. Il n'aurait su l'expliquer clairement, mais il en était intimement convaincu. On fait quoi maintenant? On entre dans la tombe joyeuse, affirma Simon. Comme ça, tous les deux, s'étonna Rachel. Nous n'avons pas fait le trajet simplement pour la beauté de son jardin, ironisa Simon en poussant la grille qui s'ouvrit dans un râle de douleur. Rachel sentit un frisson la parcourir alors que son père avançait dans le jardin. Elle le trouva soudainement fatigué, comme si la tombe joyeuse aspirait ses forces au fur et à mesure qu'il s'en approchait. Elle eut envie de le rejoindre pour lui intimer de le faire demi-tour, de quitter cette ombre, cette rue, ce quartier, avant que la maison ne prenne entièrement possession de leurs âmes. Alors là, on sent l'ambiance tendue, l'oppression, et le cas de conscience, et puis le flic parle aussi d'intime conviction. Oui. Je trouve que c'est assez bien fait, justement, parce que Rachel n'a rien à faire dans l'enquête, en soi. Et pourtant, comme tu as situé ton intrigue en Haïti, elle habite là-bas, et ils sont très proches, tous les deux. Donc, ils échangent sur cette affaire, et du coup, on a le côté flic et le côté personne lambda. Et je trouve que ça fait avancer l'enquête aussi différemment. Oui. Alors, comment, effectivement, là, on est au cœur de la magie noire, du vaudou, pardon. Comment t'es venue l'idée d'écrire sur le vaudou, puisque tu disais au départ que tu avais cette idée à l'origine et que tu as choisi ton intrigue en fonction de ce que tu voulais écrire? Oui. Alors, ça remonte à plusieurs années parce que j'avais déjà écrit, enfin, dans ces fameux. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu, mais il y avait David qui disait quelles sont les influences de Ah, Jérôme sur le vaudou aussi, film, D'accord. livre, essai, autres. Donc ça rejoint ma question. Oui, ça rejoint ta question. Il y a longtemps, donc c'est dans un de mes tiroirs, j'avais écrit un roman qui parlait de blues. Ça se passait en Louisiane, donc ça parlait de blues, etc., pendant la ségrégation. Et il y avait aussi du vaudou. Moi, j'aime toujours mettre un peu de fantastique. C'est un peu fort comme mot, mais un peu ni de religieux, mais de légende, de mythe dans mes romans. Parce que moi, je suis né dans le Berry, donc c'est une terre connue pour la sorcellerie. Caroline, tu connais, Caroline Vallat? Connue pour la sorcellerie, c'est George Sand, c'est la mare au diable, c'est tout ça, c'est les clous de Satan d'Armand Toupé. Moi, j'ai grandi avec ces légendes, les rebouteux, les sorcières, etc. Et ça m'a toujours fasciné, même si c'est effrayant, mais quand on est gamin, c'est à la fois effrayant et vachement attirant, quoi. Donc, moi, je me suis vraiment. Enfin, j'ai adoré ça quand j'étais plus jeune. Et donc, voilà, j'aime bien. Dans Les Chiens de Détroit, c'était une légende que j'ai inventée, le géant de brume. Dans Les Refuges, c'était le roi des zones, par exemple, ce côté un peu effrayant. Dans le 12e chapitre, là, il y a la maison du pendu aussi, qui fait un peu penser à quelque chose de fantastique. Donc là, le vaudou, ça faisait longtemps que je voulais écrire dessus, parce que j'aime bien c'est une petite manière d'essayer de comprendre la magie, le mystère, la culture du vaudou. Et pour ce qui est des influences, j'ai acheté voilà, tous les dictionnaires du vaudou, enfin plein de livres sur le vaudou. En film, il n'y a pas grand-chose sur le film, hein, mais on trouve pas mal de références que je ne connaissais pas dans les films américains, par exemple, dans Une journée en enfer, oui, quand il y a Selma Hayek qui danse dans la taverne, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec un grand serpent autour d'elle. Voilà, c'est une représentation d'une divinité vaudou, en fait. Donc, beaucoup de livres sur le vaudou. Et puis cet intérêt pour le mystère, quoi. Donc ça s'y prêtait fortement. C'est vraiment un sujet et qui est vaste, hein. Parce qu'il y a plusieurs vaudous. Il y a le vaudou africain, il y a le vaudou
il y a le voodoo de Louisiane, il y a le vaudou haïtien. Enfin, voilà, c'est très, très vaste. Et puis voilà, c'est rempli de mystères, les zombies. Donc oui, les zombies, la drogue du zombie existe. Hein, ça a été prouvé scientifiquement en mixant plusieurs éléments, pardon, entre eux, ça faisait une sorte de poudre ou pâte que suffisait de mettre sur la peau de quelqu'un ou de la faire avaler, et cette personne devenait enfermée dans son propre corps. Elle ne pouvait pas bouger, mais elle voyait tout ce qui se passait et sentait tout ce qui se passait. Voilà, c'est le principe du zombie. Donc voilà, c'était un terrain de jeu très intéressant, le vaudou. Et je me suis dit, on va en prendre quelques notions pour rajouter un peu cette atmosphère pesante et un peu effrayante quand même. Hein. Et est-ce que tu es parti en Haïti déjà ou tu as fait juste des recherches pour ton bouquin? Alors en Haïti, j'y suis allé en 2008, si j'ai bonne mémoire, 2008 ou 2007. Non, c'était 2008, donc 2 ans avant le séisme. Et enfin, on est fait à Saint-Domingue et puis on a fait quelques jours en Haïti et l'ambiance était quand même, enfin, on ressentait quand même une ambiance pesante due à la pauvreté et au regard des gens sur nous, occidentaux, vacanciers, enfin voilà, pas haïtiens, mais ça suintait de mystère et de danger aussi, mais c'était très attirant cette ambiance où on est un peu mal à l'aise, mais on a envie de comprendre ce pays. Voilà. D'accord, donc tu allais puiser dans tes souvenirs perso pour... Ouais, pour la description des rues, par exemple, parce que je me souviens de la chaleur, des odeurs, de la luminosité qui gifle un peu, parce que tout est blanc, jaune, mais ça reflète beaucoup la lumière. Et oui, pour ça, pour les descriptions, par exemple, dans des rues, ouais, je me suis un peu replongé dans mes souvenirs. Ouais. Je crois que c'est Yvan qui disait que l'ambiance était poisseuse dans Oui, sa chronique. Et je trouvais que oui, on ressentait tout à fait ça, comme une énorme humidité, comme une chape de ouais, plomb, ouais. Bah, à la base, qui fait que tout est trouble, quoi. à la base, c'était vraiment ça. Je voulais un livre avec une ambiance. Si je me souviens, le premier mot qui m'est venu pour imaginer le prochain livre, c'était j'ai une ambiance de sueur. Hein. C'est-à-dire que ça englobe la chaleur, ça englobe le soleil, ça englobe qu'on ne peut pas saisir vraiment. Donc poisseuse, ça va très bien avec cette définition-là. Donc oui, c'était vraiment cette ambiance, cette sensation que je voulais imprégner auprès du lecteur. On pourrait changer le titre, d'ailleurs. On pourrait écrire Deux sueurs et deux sang. Mais écoute, on va en parler à Kalman Levy. Je voulais, voilà, bah, le soleil, c'est important, et puis le sang par rapport à l'histoire d'Haïti, c'est une île qui a été créée par le sang, hein, ni plus ni moins. Mais de sueur et de sang, oui, ça aurait pu. Et de poisse, on pourrait rajouter. Ouais, bah, écoute, on va faire une liste. La prochaine fois, tu nous demandes pour tes titres. Ouais, hein. bah, je vais Bah faire oui, ça, quand je vais même. faire ça, Attends, ouais. on fait un brainstorming. Ce Ouais, sera ouais, plus ouais. simple. Très bien, Alors, le temps avance, donc moi je propose qu'on passe au Oui. refuge, tout à fait. qui, donc chez Livre de Poche la semaine dernière. Si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à Oui, prendre la l'emprise main. des ténèbres. Alors, je vois l'emprise des ténèbres. Oui, oui, je l'ai vu. Ça parle du zombie, de la zombification, etc. C'est un des rares films consacrés uniquement à ce côté-là d'Haïti, donc au vaudou et à la zombification. Oui, bien sûr, l'emprise des ténèbres, c'est culte pour qui veut se plonger un peu dans cette ambiance-là. Faut regarder ce film, tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher les refuges, s'il te plaît? Parce que c'est pas forcément super simple à raconter. On a l'impression qu'il y a plein d'influences dedans. Ouais. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé à Miss Peregrine, à Natasha Campouche, à The Room, à The Ring. Enfin, il y a plein de livres, de films, de personnages qui me sont venus à l'esprit parce que c'est un livre assez incroyable dans lequel il y a plein de choses. Ouais. Il y a une petite part de fantastique que tu as abordé, que tu n'avais pas abordé dans tes 2 précédents livres. Est-ce que tu veux nous pitcher Alors, le petit pitch des refuges. Donc là, c'est un pitch assez court parce qu'on ne peut pas trop
c'est difficile d'en parler. Donc, on suit Sandrine. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Sandrine le jeune qui était. Ouais, on fait des bisous à Sandrine. On suit Sandrine, une jeune journaliste qui travaille dans une antenne régionale, dans un petit village. Elle n'a jamais connu sa grand-mère parce que sa propre mère lui disait que sa grand-mère était quelqu'un de détestable, de vraiment, enfin, presque inutile dans la famille. Et Sandrine va recevoir un appel d'un notaire qui va lui annoncer que cette grand-mère, donc qu'elle n'a jamais connue, est décédée. Sandrine va vouloir en savoir plus, donc va se rendre sur l'île où habitait sa grand-mère pour aller chercher les dernières affaires de la défunte. Et donc, c'est une île. Arrivant sur cette île, elle va découvrir également une poignée d'habitants qui habitent là-bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ces habitants vont dépeindre sa grand-mère comme étant une personne très sympathique, très serviable, très agréable, très professionnelle, puisqu'ils travaillaient tous dans un camp de vacances pour enfants de l'après-guerre. Mais donc Sandrine va être surprise déjà de cet aspect de sa grand-mère. Et elle va également se rendre compte que ces 5-6 personnes qui habitent encore dans l'île, qui sont assez âgées, semblent avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, ils ne sont pas à l'aise et elle va s'apercevoir qu'en fait, ces personnes sont coincées pour une raison inconnue sur cette île, ces personnes, elles ne peuvent pas en partir. Voilà. Et quelques jours plus tard, Sandrine va être découverte sur le continent, sur une plage, inconsciente, avec ses vêtements recouverts de sang qui n'est pas le sien. Donc voilà, là c'est la fin en fait de la 4e de couverture. Donc voilà, là on peut pas, les refuges c'est difficile à pitcher, hein, même, enfin vous avez été beaucoup à me dire que c'était très difficile et pour juste cause, voilà. Non, mais tu l'as très bien fait. Sandrine, c'est une héroïne très trouble. C'est vrai qu'on ne sait pas trop tout au long du livre. On a du mal à la cerner. Du coup, tu fais un beau travail sur son personnage parce que Ouais. moi, c'est vrai que j'ai eu du mal jusqu'au bout. Je me disais, mais elle est folle. Enfin, c'est vrai que j'arrivais pas à complètement la cerner. Du coup, c'était un peu déroutant en tant que lectrice de ne pas savoir où j'en étais avec ce personnage, ton personnage principal dans ce livre-là. Ouais. C'est vrai que tu as bien joué avec nous sur les refuges avec Sandrine et tu as fait un bouquin. Moi, c'est mon petit chouchou, mais c'est vrai que tu as fait un bouquin complètement fou, surprenant. Et c'est vrai qu'on alterne les atmosphères Ouais. d'un chapitre à l'autre. Donc, c'est super intéressant en fait pour le lecteur. Ça a dû être intéressant également pour toi en tant qu'auteur à le construire. Oui, ben, là, l'idée de base, en fait, c'était d'écrire un thriller sur une île vraiment grise, pluvieuse. Je voulais une ambiance un peu Léo du Hurlevent ou le Roi des Aulnes, donc qui est une sorte de personnage dans le roman. Je voulais vraiment cette ambiance un peu germanique ou anglaise, voilà, grise, pluvieuse, oppressante. C'était vraiment ça que je voulais. Et je voulais surtout perdre le lecteur. Là, c'est le défi que je m'étais lancé, c'était de perdre le lecteur de manière raisonnée. Ça donne pas n'importe quoi à la fin. Mais voilà, là, je me suis permis de jouer, donc, à travers Sandrine, de jouer avec le lecteur. Ouais. C'était assez agréable à faire, même si j'étais content quand je l'ai terminé d'écrire, parce que c'était quand même assez oppressant aussi à l'écriture, hein, parce que quand on écrit, on est les personnages, on se met à leur place, on essaie de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir. Donc c'est vrai que celui-ci, à la fin, j'étais content de l'avoir terminé de l'écrire. Alors attends, juste dans les chats, il y a plein de choses qui arrivent, je te le dis quand même. Ouais, Le pitch des refuges, c'est lisez-le. Je suis d'accord avec ça. En plus, il vient de sortir en poche, donc c'est facile. Les refuges est un roman fou, un gros coup de cœur. L'atmosphère, c'est la force de Jérôme. Christine dit qu'elle a été bluffée. Et merci. David ajoute que tu as une merveilleuse écriture aussi, qu'il faut le signaler. Donc c'est important de parler de tout ça. Merci beaucoup. On ne peut pas trop parler des refuges, autant dire les compliments de ceux qui l'ont lu. Merci, oui. On va se lire un petit extrait. Allez. C'est toi qui l'as choisi, l'extrait, Caroline? Ouais, c'est moi qui choisis les extraits. C'est pas toujours super simple parce que du coup, parfois, je prends en plein milieu d'un chapitre. Une phrase.
Comme c'est Bah, c'est le cas, parce que je ne veux pas forcément faire le premier chapitre qui n'est pas forcément représentatif ou qui dit trop de choses ou pas assez. Donc là, c'est vrai que je suis allée piocher un petit peu au milieu d'un chapitre. Chapitre 17. C'est surtout qu'attends, je suis bluffée parce que ça veut dire que tu t'y retrouves dans les livres que tu as lus il y a 1 an. Écoute, j'ai ce talent, oui, c'est vrai, j'avoue. Non, mais en fait, je relis le livre en diagonale avant les apéros, et c'est vrai que voilà, j'ai des passages qui me reviennent, et je les choisis comme ça. Jusqu'à présent, ça a été, donc je continue. Alors, Sandrine réfléchit aux mots qui venaient d'être prononcés. Était-ce là la raison de son silence pendant toutes ces années? Craignait-elle que le directeur ne découvre son secret? La jeune femme était persuadée qu'on lui cachait des choses, et ce depuis sa montée sur le Lazarus. Chacun des habitants s'exprimait avec parcimonie, avec des phrases constituées de mots aussi ternes et édulcorés que les couleurs du dehors. Elle décida de secouer la fourmilière. Tant pis si ces vieillards n'y voyaient que de l'impolitesse et de l'irrespect. Sandrine en avait assez des sous-entendus, de cette idolâtrie pour l'île et ses secrets. Elle voulait des réponses aux déclarations alambiquées de Françoise et de Victor. Elle exigeait de comprendre pourquoi les habitants avaient peur. Au moment où elle s'apprêtait à poser ces questions, la porte de l'auberge s'ouvrit avec fracas, laissant apparaître un Victor aussi blanc qu'un fantôme. La cabine téléphonique, balbutia-t-il. Elle a été vandalisée. Comment ça, vandalisée, s'étonna Paul. Détruite, complètement détruite, nous n'avons plus aucun lien avec l'extérieur. Alors Sandrine lut sur les visages des habitants la peur, primitive et infantile, de ceux qui se savent condamnés. Bravo, Caroline. Ah oui. On a oublié de préciser que les refuges, l'histoire principale se déroule en 1986. Oui. D'où la cabine téléphonique. D'où la cabine téléphonique. Oui. D'où la cabine, ouais, c'est vrai. Alors du coup, voilà, Sandrine, elle est sur cette île. Donc là, elle est prisonnière. En fait, elle se retrouve prisonnière de l'île avec ses habitants et commence une espèce de huis clos hyper angoissant où elle se demande ce qu'elle fiche là, sur les traces de cette grand-mère qu'on lui a appris à détester toute son enfance et qu'elle va découvrir en fait. Toi, quels sont tes rapports avec ta ou tes grands-mères du coup? Parce que c'est vrai que c'est aussi une jolie histoire de filiation, de secret de famille, de non-dit. Ouais. Et du coup, je sais pas, tu non, moi, servi de ta propre. J'ai plus de grand-mère en fait, donc Bon. c'est pas ça. Mais oui, tu as raison, cette filiation, ces mystères, ces non-dits, il y en a dans toutes les familles en fait. Et je voulais me servir de ça parce que moi j'en ai eu dans ma famille. Je pense que tout le monde en a eu au moins une fois peut-être. Donc et c'était aussi une manière de montrer qu'une personne peut être détestable pour quelqu'un, mais super sympathique pour d'autres. Enfin voilà, que le jugement d'une personne, c'est bon, bien sûr c'est personnel, ça c'est une porte ouverte, mais il peut varier avec le temps, et le jugement varie aussi selon les personnes. Donc ça, je l'ai mis en marche simplement avec les habitants qui décrivent une grand-mère super sympathique plutôt que taciturne et détestable. Et il y a ces secrets, parce que les refuges, c'est des secrets qu'on enfouit, des secrets qu'on nous impose. Voilà, donc ça commence par le milieu familial, après ça peut être plus proche, etc. Donc de cette manière, ça crée l'atmosphère. On nous cache quelque chose, quoi. Il y a un truc qui va pas. La grand-mère elle est sympa ou elle est pas sympa. Sandrine est stable ou instable. Enfin voilà. Donc tout ça mis bout à bout, ça donne cette atmosphère d'instabilité. Aussi chez les personnages, dont la grand-mère et Sandrine. Nous, avec Caro, on aurait pu appeler ton livre Les Secrets, hein, Caro? C'est déjà fait ça par fait court, Amélie ça fait court, mais bon, pour vous deux. Alors, du coup, je vais lire le deuxième extrait. Ouais. Alors attends, là j'étais pas prête. Je regardais les commentaires et Christine disait que c'était peut-être l'un des livres qui avait été le plus difficile à chroniquer sans spoiler. C'est vrai. Les refuges. Ouais. Je comprends. Tout le monde a joué le jeu. Hein. Je pense qu'il y en a une seule qui en a un petit peu trop dit, mais c'était pas non plus catastrophique. Mais sinon. C'est Caro. Ouais, bah voilà, je voulais pas la citer.
Attends, je reprends. Attends, elle se concentre là. Est-ce que tu as l'extrait? Il s'affiche normalement. Attends, je regarde. Ouais, c'est bon. Le directeur attendit que Suzanne soit sortie de son bureau pour allumer un nouveau cigare. Bien sûr, il lui avait menti. Il avait occulté certains aspects des expériences que cette curieuse n'aurait jamais acceptées. Mais malgré la menace latente de ses derniers propos, il ne fut pas certain que son employé pût garder pour elle le contenu de la discussion. Que se passerait-il si Suzanne décidait de parler? Les larmes qui s'étaient mises à couler sur ses joues avant de sortir étaient-elles des larmes de révolte ou de soumission? Le doute grandit en lui. Pouvait-il se permettre de courir un tel risque? Cette femme n'était pas le seul problème. Les enfants. Ils avaient donné l'alerte par leur fatigue, par leurs cauchemars, par leurs souvenirs. Ils pourraient tout répéter à leurs parents. Les cobayes sont corrompus, souffla le directeur à travers une fumée épaisse. Inutile, dangereux. Je dois trouver une solution. On imagine que la solution va être radicale. Oui, on peut imaginer. Donc, ce serait pas drôle. Parce que tu disais tout à l'heure que tu voulais perdre ton lecteur dans les refuges, mais tu voulais aussi le surprendre. Et il y a énormément de rebondissements dans ce roman. Alors tout à l'heure, tu disais que tu avais le début, la fin, que tu écrivais au fil des chapitres. Mais là, tu as plusieurs époques qui s'entremêlent. Tu as eu la même technique sur les refuges? Oui, la même technique. Pour les refuges, quand je vous dis que l'écriture change durant l'écriture, enfin le roman change durant l'écriture, les refuges à la base, ça devait uniquement se passer sur l'île. Ça devait être voilà, mon idée première, c'était un thriller sur une île. J'ai écrit peut-être 100, 150 pages, je ne sais plus exactement la première partie, mais je sentais que ça suffisait pas, qu'on pouvait aller encore un peu plus loin dans l'enquête, enfin dans l'histoire, que je pouvais faire plus. Donc j'ai eu l'idée du twist qui est sur la 4e de couverture, c'est-à-dire de retrouver Sandrine. Je me suis dit, tiens, on va mettre Sandrine sur une plage avec du sang qui n'est pas le sien, et là on va repartir sur une autre trame, une autre partie du récit. Non, là j'ai simplement pris les dates pour pas me tromper selon les chapitres. J'ai écrit les dates sur une feuille de papier pour m'y référer pendant l'écriture, mais non, celui-ci, j'ai vraiment. Puis le reste, même le reste des refuges, je l'écris au fur et à mesure, comme ça. Je voulais pas du tout arriver là, mais là, à un moment, c'est les personnages qui prennent en main l'histoire. C'est eux qui me murmurent des idées. Ça fait un peu fantasque, mais c'est vraiment cette impression-là qu'on a. C'est Sandrine qui m'a fait dévier sur notre trajectoire. Donc, non, celui-là, et même, je peine à me souvenir de l'écriture, parce que tellement c'est donné l'impression pas un rêve, mais une ambiance où vraiment j'étais plongé dedans et plus rien autour n'avait vraiment d'importance. Donc, et c'est pour ça que j'étais content de le terminer, de l'écrire. Donc non, pas de plan. J'avais le plan début, la fin, mais ce qui correspond à la première partie. Et dès que j'ai pensé à ce twist de faire sortir de Sandrine de l'île de cette manière, après c'est parti sur autre chose que je n'avais pas prévu, mais qui s'est présenté rapidement. Et alors, les enfants sont au cœur de tes 4 romans, en fait, avec un petit parallèle entre les enfants de l'orphelinat dans ton dernier livre et puis les enfants de ce centre de vacances, également dans le 12e chapitre. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur l'enfance, le géant de brume dans Les chiens de Détroit qui tuent des enfants. C'est une thématique que tu as choisie ou c'est une thématique qui s'est imposée à toi au fil des romans? Comment ça se passe? Cette thématique, je l'ai choisie pour le premier, pour Les chiens de Détroit. C'est une manière de faire sortir mes peurs en tant que père. Parce que en 2017, mon fils il avait 9 ans, voilà. Voilà, c'était une sorte d'exutoire. Je voulais écrire quelque chose qui chasse un peu de moi la peur qu'il arrive à quelque chose à un enfant, qu'il se fasse enlever, ou tout comme ça. Après, le second, je voulais écrire sur un peu plus personnaliser le récit et parler un peu plus de mon enfance. Donc,
Mais bon, c'est vrai que c'est pas les enfants, c'est l'enfance qui le fil conducteur de ces 4 romans. Parce que j'ai adoré être enfant, moi, voilà, c'était rempli de mystères, de légendes, de visites nocturnes dans les bois à chercher la maison de la pendue, ou plein de choses comme ça. Ce plaisir-là, je le retrouve avec mon fils qui maintenant a 12 ans, et je me rappelle, moi, à 12 ans, ce que je faisais, je retrouve des sensations, forcément, en étant spectateur de sa jeunesse, de son enfance. Donc, ouais, c'est l'enfance. Si on doit faire une synthèse des 4 bouquins, le prochain parlera. Ça sera beaucoup moins. Il y aura pas. Ça sera pas le sujet. Ce sera pas le sujet. Mais voilà, le fil conducteur, c'est l'enfance et c'est faites attention à l'enfance, quoi, en tant que parent, en tant qu'enfant. Enfin voilà, c'est quelque chose de précieux qui nous accompagne jusqu'à la fin. C'est vraiment le. Tout le monde a des souvenirs de son enfance et c'est des souvenirs qui sont souvent très très vivaces et importants. Et c'est, oui, prendre soin de l'enfance et aux enfants par là même. Donc ouais, j'aime bien. Et puis j'aime bien parler de nos enfants parce que j'aime les enfants, donc j'aime bien. Voilà. Ah bah tiens, salut. Au moment où on parle d'enfants, il passe Voilà, une tête. Pardon. c'est bon, il peut lire les refuges maintenant. C'est bon, allez, va te coucher maintenant. Non, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'enfant. Voilà. Mais voilà, là, je pense que j'ai fait j'ai pas fait le tour, bien sûr, mais là, on va passer à une autre étape dans le prochain, quelque chose de différent. Encore une fois, de différent. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as commencé l'écriture du 5e roman? Pas encore? Enfin, non, Yvan de la tête m'a fait signe que non, donc non, je ne vais pas en parler parce que je n'ai même pas parlé à mon éditrice. Bon, après, Caroline elle me laisse écrire, enfin, j'ai carte blanche, mais je ne vais même pas exposer ni la première phrase du pitch, ni rien, donc... Mais toi, tu l'as, du coup, le pitch? Enfin, oui, moi, ça y est, il est presque... Voilà, il est bien, oui. La phase canapé est passée. D'accord. Non, mais c'est pour nous rassurer aussi en tant que lecteur, savoir si tu sais où tu vas, si tu es... Oui, je sais où je vais là. Ouais, d'accord. Ouais, je sais. Je vais bien m'amuser. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le 12e chapitre? Tout à l'heure, ce matin, avec Caro, tu nous racontais qu'il était en cours d'adaptation. Oui. Donc, le 12e chapitre et les refuges les droits ont été achetés pour faire une série. Les refuges, j'ai pas de nouvelles pour l'instant du producteur. Le 12e chapitre, on a écrit la Bible, donc c'est le gros résumé en épisode du roman. On va avoir la réponse ce mois-ci pour savoir qui de TF1, France Télévisions ou M6, qui étaient vraiment très intéressés, va produire ce roman. Et puis après, on va commencer à potasser le scénario vraiment définitif. Donc c'est bien. Je suis tombé après, c'est aussi des rencontres, hein, la vie. Donc là, je suis tombé sur un très bon scénariste qui a adapté le dernier de Minier, qui était passé sur TF1, je pense, ou France 2, je sais plus. La série Glacée? Non, pas Glacé. C'est Minier ou Bussy, je sais plus. C'est Bussy, alors. Maman à toi? Non. Pas grave. Celui qui se passe en Corse, hein, c'est ça? Comment? Celui qui se passe en Corse, le Bussy qui se passe en Corse, c'est pas ça? Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. Non, moi non plus, mais j'essaie de trouver... Bon, enfin bon. C'est pas Minier, parce que Minier, il n'y a eu que Glacé qui a été... Ouais, alors c'est Bussy, ouais. Et c'était... Mince, j'ai mangé... Bon, c'était il y a 2-3 ans, il est passé il y a 2-3 ans. D'accord. Donc voilà, avec des personnes qui ont travaillé avec la télévision qui travaillent depuis 20 ans, donc le bébé est entre de bonnes mains, j'ai envie de dire, le 12e chapitre... Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a des changements par rapport au roman, il y a tout ça, il y a un peu de réécriture et c'est super. Donc tu fais partie de... Oui, moi j'écris D'accord. Bien sûr, il y a des auteurs parfois qui lâchent les droits en disant bon bah maintenant je vous laisse faire. Toi tu vas participer à l'écriture du scénario du coup. Bah oui, ils me l'ont proposé d'emblée. Autant pour les refuges, quand j'ai dit moi j'aimerais bien écrire, enfin aider, hein, c'est pas moi qui écris, mais aider à écrire le scénario. Bon. Avec le 12e chapitre, là, c'est eux qui m'ont proposé directement de participer à l'aventure. D'accord. Je trouve ça génial. super donc c'est assez excitant en fait comme projet. Ouais, non, c'est excitant. Enfin, ça se voit, Jérôme. Non, mais moi je m'excite pas pour voilà, le jour où je serai sur le tournage et on entendra allez, ça tourne.
là, je pourrais dire, tiens, il va être adapté. Mm. Pour Voilà, l'instant, c'est hyper flou pour toi. Tu te dis que bon, c'est. Non, non, mais il va l'être, c'est sûr. Mais tant que c'est pas fait, moi, je saute pas au plafond. Je sais pas. Est-ce que le confinement et le Covid ont décalé les choses ou non? De toute façon, ça suivait son cours. Non, non, ça suivait son cours. Au niveau du tempo, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, les tournages ont repris, donc ça va pas bloquer non plus. Ok. Ils espèrent un tournage au mois de mai l'année prochaine. Bon, à part si, bien sûr, le Covid revient très fort, mais non, non, ça n'a pas du tout décalé. Ça n'a pas du tout décalé. D'accord. Non. Bah, c'est une super nouvelle. Les gens réagissent en disant que c'est une super nouvelle. On est Oui, très contents ouais, pour toi. ouais, mais merci. Et ce qui est bien, c'est que il y a quand même des changements, donc parce que si c'est un copier-coller du bouquin, déjà ça marche pas à la télévision parce qu'il faut des ingrédients dont on n'a pas forcément besoin dans un livre. Mais ils ont fait des changements judicieux, raisonnés. Euh, donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant. Ça va être un peu comme réécrire, pas un autre livre parce que vraiment la trame est gardée, mais par exemple l'année va être changée. Ça se passera plus en, je crois que c'était 86 aussi, un deuxième chapitre. Ça sera plus récent, ça sera en 98, voilà. Mais c'est raisonné parce que ça résonne avec tel fait divers, etc. Donc, non, c'est très, très intéressant comme expérience, oui. Eh ben, écoute, bravo, super. Mais merci. Et alors, mon mari demande comment tu es passé de la restauration à l'écriture. La petite question bonus. Parce que là, il est en train de faire à manger, il aimerait bien écrire un livre, non? C'est ça? À mon avis, il est dans la cuisine. Non, mais moi, autant la restauration, j'ai fait 6 ans d'école hôtelière et 15 ans de professionnel, mais c'était pas ma passion. À la base, j'ai fait ça pour. Je savais pas quoi faire. Il y a un copain qui y allait, j'y suis allé. Puis bon, comme j'aime bien terminer ce que j'ai commencé, j'ai dit on va faire les 6 ans, etc. d'école. Autant l'écriture, depuis que je suis petit, depuis que j'ai 10 ans, je sais qu'à un moment, je consacrais à l'écriture d'un livre. Je pensais pas devenir écrivain forcément, mais je me voyais à la retraite, passer mon temps dans la petite bibliothèque, à écrire des livres, etc. Donc, ça s'est passé, j'ai envie de dire naturellement. J'y pensais un peu à chaque livre que je lis et que je trouve super. Je me dis, ah putain, j'aimerais bien écrire comme lui ou écrire un livre comme ça. Ça, moi, j'ai jamais cessé de lire, donc tous les jours. Donc ça, tu le prends toi, tu le gardes. Et puis voilà, la crise de la quarantaine a facilité le saut dans le vide. Donc, ça s'est passé en une semaine, en fait. Hein, à partir du tiens, je me sens plus, j'ai plus de plaisir à aller travailler et de dire au patron, ben, j'arrête. Voilà, c'est un peu un saut dans le vide, dans l'inconnu, Mais tu as bien fait. Merci, bravo. mais merci. C'était un choix judicieux. Est-ce que tu peux nous dire, Jérôme, parce qu'on a presque fini, Yes. les prochains salons, les prochaines rencontres que tu vas faire pour Oui, te rencontrer? Alors, il y a Moustier déjà le 20 septembre. Moustier, c'est dans le 04, c'est à côté de chez moi. Il y aura du beau monde, ça dure une journée. Il y aura Barbara Abel, il y aura Karine Gibel, il y aura des BDistes, du roman jeunesse. C'est un très bon salon. Bon, il est court, ça dure qu'une journée, mais c'est vraiment sympa. Il y a le salon Guéjean-Mestras, à chaque fois j'articule mal le nom. Ça, c'est vers Bordeaux. Lire en poche Gradignan. Donc ça, c'est sur octobre. Alors ça, ouais. Lire en poche Gradignan, c'est le 9, 10, 11 octobre, suivi le week-end d'après de Cognac. Festival de Cognac où j'ai eu le prix l'année dernière. Et le prix pour les refuges. Ouais. Ouais. Et c'est toi qui remets le prix, du coup? Non. C'est pas le lauréat de l'année d'avant qui remet le prix? Non, c'est une jolie demoiselle, généralement, qui est là pour ça. Ok. Donc, je vais laisser la place. Enfin, là, personne ne remettra aucun prix. Hein. Ce sera posé sur la table. Ouais, on verra, on peut le lancer. Hein. Ensuite, il y a Bruxelles, le 1er novembre. L'Iris Noir, où j'ai eu le prix l'année dernière pour les refuges aussi, oui. Et j'enchaîne avec le Touquet et un nouveau salon également lancé par... Hein, oui, c'est ça. Donc lancé par Jean de la Guiche Noire.
Voilà, Ouais. Jean et Gérard Collard, oui. Donc fin novembre en région parisienne, du coup. Ouais, je cherche la date, voilà. C'est le 24-25 novembre. Non. Non, 25-26 Non, 27-28. Bon, c'est fin novembre. 28-29, c'était presque ça. Donc, oui, oui, j'ai 6-7 salons d'ici la fin de l'année, en espérant que je puisse vous rencontrer sans souci, que ce ne soit pas annulé. Mais oui, j'ai pas mal de salons, mais en même temps, avec tout ce qu'on a loupé avec le Covid, je pense que je ne suis pas le seul à être heureux de retrouver les salons, les lectrices, les lecteurs, et puis l'ambiance de salon. Ça manque à beaucoup de collègues. Ça manque au lecteur aussi. Voilà. Et en attendant, Ronnie, je ne sais pas ce qu'elle fout, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Ouais, bah moi je sais pas. Pour l'instant, la FNAC, on n'a pas le droit de faire de dédicace jusqu'à la fin de l'année, donc j'attends les consignes. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accompagné pendant 7 heures. Avec Caro, on reçoit Amélie-Antoine dans 15 jours. Très bien. Petit teasing pour Amélie-Antoine. Dans 15 jours, si vous voulez nous retrouver. Je ne sais pas quelle date ça sera exactement, mais c'est dans 2 mercredis. Mais c'est le 23. C'est le 23. Je remontre du coup les 2 livres de Jérôme que vous pouvez vous procurer en librairie dès à présent. Donc Les Refuges en poche et, comment tu l'avais appelé, de sueur et de sang. De sueur et de poisse et de sang. Et de poisse, voilà. Et des poisses et de sang. Hein, avec un bandeau, bon appétit. Voilà, c'est ça. Voilà, mille merci à tous de nous avoir suivis pour notre Merci à tous d'avoir suivi le décalage de date aussi. C'est très sympathique. Merci d'avoir décalé la date. Merci Caro, merci Jérôme. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, oui. Attendez, je fais une photo. Ah oui, quand même, quand tout le monde fait coucou, c'est bien. Comme ça? Super. C'est bon, ça y est. Merci beaucoup, bonne soirée. Bisous à tous, bonne soirée, à bientôt, j'espère. À dans 15 jours. Ciao, ciao. On va attendre que tout le monde se déconnecte pour pouvoir regarder le replay. Je fais une copie de tous les commentaires que... Ça va, ma Sandrine? Il est parti, je pense, Jérôme. Alors, attends. Je fais juste une copie des commentaires. Voilà, on est là. Ah, c'est bon, maman a quitté la réunion. Sinon, on aurait eu 8 heures de film.